Bien, merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, on dispose là de 20 minutes pour les questions. Donc, on parle quand je donne. Les camps fonctionnent à l'uranium naturel. Oui. Ça veut dire que tu te retrouves avec 5 à 10 fois plus d'éléments combustibles à retraiter. Ce sont des quantités énormes d'éléments combustibles qu'il faut retraiter, si je comprends bien. Oui, ben, c'est ce qu'on avait commencé à faire en France avec les rapides gaz. L'usine de La Hague a été faite pour ça. Elle a été faite d'une part pour extraire le plutonium militaire et ensuite pour les rapides. Et c'est uniquement quand on a décidé d'arrêter les rapides qu'on s'est dit on va faire du MOX pour l'utiliser. Oui. Donc, je veux dire, l'usine de La Hague, elle a été dimensionnée pour traiter le parc français. Justement, le MOX, c'est pas une aberration de continuer à faire du MOX? Oui, moi je crois que c'est une aberration. Si on décide effectivement un développement rapide du nucléaire et le passage à des surgénérateurs aussi vite que possible, c'est une aberration. En fait, on l'a fait pour justifier l'existence de la Hague. Alors, on a beaucoup parlé de matière. Je voudrais poser une question sur une troisième matière, une matière qui est tout à fait au-dessus, mais tout à fait essentielle, c'est la matière grise. Est-ce qu'il y a eu des scénarios de fait sur les compétences qui seraient nécessaires pour piloter des programmes nucléaires aussi colossaux? Parce que ça ne peut pas se faire sans une masse absolument énorme de compétences à tous les niveaux. Donc, ma question est, est-ce que ça a été regardé? Ben, c'est pas nous qui avons regardé, à mon avis, c'est ce que regardent les Chinois, par exemple, qui sont capables actuellement de construire 20 réacteurs par an. Hein. C'est pas grand-chose. Oui, non, mais je veux dire, à partir on voit bien que les Français étaient aussi capables de construire 10 réacteurs par an pour 60 millions de personnes. Donc moi quand on voit l'effort des Chinois dans le domaine des industries, la production, disons, de matière grise, c'est impressionnant. Et les Russes n'ont pas non plus les deux pieds dans le même sabot. Donc c'est une question de volonté. Si on veut construire des centrales à charbon, il faut aussi des gens qui les construisent. Toute la partie, par exemple, classique, c'est la même, en gros. Hein, c'est pas parce qu'on passe une... Il ne suffit pas seulement de construire, il faut ensuite exploiter. En toute sûreté. Mais pour les centrales à charbon aussi, il faut exploiter. On est d'accord, sûreté. Et je suis pas sûr qu'il faille beaucoup moins d'exploitants dans les centrales à charbon que dans les centrales nucléaires. Il y a toutes les exigences de sûreté qui sont énormes, qui pèsent beaucoup. C'est pas le même niveau de compétence quand même. Ah ben, j'espère bien quand même que les Français... bon. J'avais deux remarques. L'une, c'est sur les scénarios IASA, comment travaillent les gens de IASA. Et alors, c'est une remarque qui n'est pas sur le cœur du sujet, mais sur la biomasse. Qui a montré le chiffre qu'il donne, qui est de 220 hectajoules. Ça fait quelque chose comme 5 gigatons. Aujourd'hui, la biomasse, c'est 0,9. C'est pour nourrir 7 milliards d'individus. Et là, on multiplie par 5. Si tu discutes avec n'importe quel, enfin, pas n'importe quel, tu discutes avec des gens de l'INRA, ils te disent que c'est doublé, c'est un maximum, etc. Non, donc ma question, elle n'est pas pour toi, elle est pour comment travailler les gens. Il faut leur écrire. Tu peux. Mais oui, mais tu leur écris. Je l'ai dit aussi. Je mets ça à la discussion. C'est une remarque que je fais, parce que ce chiffre-là n'a aucune signification. Il ne veut rien dire. Mais ce que je te dis, c'est que c'est pas difficile de leur écrire. Oui, mais ça veut dire que ça, plus... Oui, attends, mais laisse-moi terminer. Non, c'est pas encore une question, c'est une remarque. Mais c'est une remarque, c'est pas une question. Moi, je réponds à ta remarque, je te dis. Après, j'ai une question. CNR a commencé un travail sur la biomasse. CNR a commencé un travail sur la biomasse et il avance évidemment dans ces directions-là où on se demande comment ils vont faire.
Et justement, maintenant, l'étape, c'est de prendre contact avec les gens de Yaza pour leur dire, bah, écoutez, là, on se pose des questions, qu'est-ce que vous dites? Oui. D'accord, mais je pense qu'ils n'ont pas la réponse, parce que multiplier par 5 fois les surfaces cultivables, puisque tout ce qu'on cultive, c'est pour nourrir la population, et là, avec ça, tu es à 1 gigatête, et là, tu en veux 5. Donc, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas sérieusement. Ça, c'est le scénario 2 degrés de Yaza, c'est un scénario pour montrer qu'on n'y arrive pas. Puisque la biomasse est complètement déraisonnable, et le CSC, tu l'as montré, c'est probablement déraisonnable aussi. Bon, alors maintenant, ça c'est une side remarque. Le truc qui me paraît plus, et ça rejoint un petit peu ce que dit Georges là, c'est que ce qui est dit ici, c'est qu'en gros, un générateur par jour, sauf le dimanche, pendant 50 ans. Tu considères que ça c'est raisonnable? Enfin, c'est un objectif possible? Pour moi, ça montre que c'est impossible. Mais toi, tu considères que c'est un truc possible? Encore une fois, moi, je veux dire, c'est une question aussi de savoir. Il faut bien voir qu'en France, à un moment, on mettait en chantier 10 réacteurs dans l'année. Bon, tu multiplies. Il y aura 4 milliards d'individus. 5. Admettons. Et tu multiplies ça par 100, c'est 6 milliards d'individus. Qui arrive effectivement à 600 réacteurs par an. Tu te rends compte que le monde, c'est pas 100 France de 1975. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de jouer de cette façon? Autrement, on peut dire que c'est pas possible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu dis? Alors, je dis que c'est pas possible, et ça veut dire qu'il faut travailler sur l'adaptation. Ça veut dire. Ça n'exclut pas. Non, mais tu dis parce que ça veut dire, si tu le fais pas, toute cette énergie-là, tu vas la retrouver en charbon, hein. Ça c'est clair. Donc continuons à faire du charbon et adaptons-nous. Non, mais ça veut dire que, si tu veux, il y a 2 axes dans tout ça. Il y a l'axe réduction des émissions et il y a l'axe adaptation. Et l'axe adaptation est complètement sous-évalué dans ces choses-là. L'Afrique, je te signale, elle passe à 4 milliards d'individus si tu prends les projections à la fin du siècle. Tu penses que ces 4 milliards d'individus vont fabriquer ce qu'il faut de nucléaire, 1 réacteur par an? Tu penses que c'est ça? Ben oui, moi je pense que oui. Ils ne sont pas plus bons qu'on était. Mais enfin, quelle maîtrise. Moi, c'est peut-être pas eux qui les construiront, peut-être. Il y aura peut-être des Chinois qui les construiront pour eux. Il y a de la géopolitique. Je pense aussi que le contexte. Hervé, John Norris, bonjour. Je voudrais juste rappeler qu'on est dans un marché. Le problème du nucléaire, c'est le coût. Non. Et le coût, c'est fait par sur. C'est pas le coût, c'est l'acceptabilité. C'est l'acceptabilité. On est dans un marché. L'acceptabilité, c'est fait en grande partie par le coût. En France, on a en large partie imposé le nucléaire sur la population française dans les années 70-80. C'était très populaire, le nucléaire, hein, quand on l'a fait avec... c'était très populaire. J'ai dit en large partie. Donc, certaines personnes, c'était extrêmement populaire, et certaines personnes ont considéré que cette technologie a été imposée sur la population française. Et du coup, il y a certaines rébellions en France, qu'on retrouve dans d'autres pays aussi. Cette rébellion est en grande partie à cause du coût. Les gens se sentent que le coût de cette énergie... Le coût de l'électricité en France est 2 fois plus faible qu'en Allemagne. Oui. Alors il ne faut pas dire qu'on se rébelle contre le coût. Okay. Ça n'est pas vrai. Et le coût est en train de monter. On fait plus rien. Et le coût est plus cher que les fossiles. Alors, tant que l'énergie nucléaire sera plus chère que les fossiles, on continuera à brûler les fossiles. C'est très simple. Non, je crois que c'est simple. Par exemple, l'augmentation de la durée des centrales, c'est tout à fait compatible avec le fossile. C'est pas plus cher. Ce qui est plus cher, c'est quand on dit on va faire un EPR, on calcule le prix de l'EPR et on compare ça à une centrale à gaz. Là, oui, c'est plus cher. Mais d'abord, il ne faut pas construire l'EPR en France. Ok, donc comment faire moins cher que le gaz? Non, c'est le prix du carbone. Non, il faut un prix à la tonne de carbone. Pourquoi on n'arrive pas à mettre un prix sur le carbone?
On a vu, si on ne fait pas ça, il n'y aura jamais. C'est même pas le gaz, on fera du charbon. C'est le charbon et la limite qui est le moins cher. Moi, je suis pro mettre un prix sur le carbone, mais le fait est qu'on n'y arrive pas. Ça ne passe pas en politique. Le fait est que ça ne marche pas. Comment je explique la construction de chantage en Chine? On parle tout le temps d'Europe. L'Europe ne compte pas. Il me semble qu'il y a un autre problème qu'on pourrait soulever vraiment, c'est le problème de la sûreté. Parce que le problème d'accident grave, s'il y a peu de réacteurs, mais disons que le nombre d'accidents graves va être multiplié à la probabilité égale, multiplié par le nombre de réacteurs. Donc si on veut garder un aspect de sûreté acceptable, il faut que la probabilité de l'accident soit encore diminuée d'une façon assez drastique. Alors, ça pose un problème. Ça pose un problème, donc, de choses, de la sûreté intrinsèque des réacteurs, mais aussi de la mise en perspective de tous les problèmes de sûreté, de toutes les filières de production d'énergie. Et finalement, il faudrait aussi qu'on applique, par exemple, aux énergies nouvelles, une démarche de sûreté du même type. Et ça, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Je peux répondre aussi là-dessus, vous trouverez. Je pense que bien sûr qu'il faut faire les choses sérieusement, mais je pense qu'on est complètement hystérique sur la sûreté des réacteurs. Et donc, il y a des gens qui proposent de construire des réacteurs en Indonésie, des petits réacteurs, Tom va en parler, parce qu'ils sont beaucoup plus raisonnables en matière de règlement de sûreté. Enfin, dans le magazine Forbes, qui n'est pas spécialement un magazine, je veux dire, je ne sais pas quelle est sa tendance, mais ils ont essayé, à partir des travaux d'ailleurs de la Commission européenne, ils ont donné le nombre de décès pour 1000 TWh produits. Et bien, celui qui en produit le moins, c'est le nucléaire. Qui le dit? Le nucléaire produit moins de décès que l'éolien. Parce qu'on tient compte de la construction et de tout ça. Personne ne le dit. Enfin, actuellement, le nucléaire est la forme de production d'électricité la plus sûre du monde. Alors, évidemment, on devient hystérique. On dit, Tchernobyl, d'abord, c'est pas du tout des réacteurs qui pourraient faire quelque chose comme Tchernobyl, même pas comme Fukushima. On a un seul exemple d'un réacteur PWR qui a effectivement connu la catastrophe, c'est TMI. Il y a eu zéro conséquence pour le public. Mais ça, évidemment, on l'oublie, on n'en tient pas compte. À partir du moment où, personnellement, je crois que l'enceinte est quelque chose de capital. Et ça, c'est la meilleure façon de protéger le nucléaire, c'est d'avoir des enceintes costauds, et à la limite, on n'a plus besoin d'évacuer les gens. Il faut avancer dans cette direction, mais pas dire on va encore rajouter encore un niveau supplémentaire. Il faut d'ailleurs une logique. Si on dit que l'EPR a une enceinte telle qu'il ne peut rien sortir, qu'est-ce que ça peut faire d'augmenter un petit peu le risque de fusion de corps, si ce n'est une question économique? On ne se pose pas la question. On a rajouté maintenant une enceinte avec deux murs, plus une enceinte métallique, et on fait comme si ça n'existait pas. On continue à faire les mêmes calculs de risque de fusion de cœur. Moi, je crois qu'on est complètement hystérique, et que, heureusement, il y a des pays qui vont être beaucoup plus raisonnables. Oui, il y aura peut-être une catastrophe nucléaire tous les 50 ans, peut-être, mais ces catastrophes nucléaires, qu'est-ce que c'est? La catastrophe nucléaire, maintenant, on commence à savoir sur Tchernobyl combien il y a eu de morts. C'est de l'ordre d'une dizaine, d'une cinquantaine, plus des cancers de la thyroïde qui sont parfaitement gérables et qu'on aurait pu éviter si on avait distribué des pilules d'iode. Enfin, il faut quand même revenir sur Terre. Des morts causés par le charbon. Ah ben, alors, chaque année, le charbon allemand fait 10 fois le nombre de morts de Tchernobyl. Chaque année. Et ça, on ne dit rien. Je pense que la sûreté nucléaire, c'est très important, on le sait ça tous. Ça ne sera pas beaucoup plus sûr que ce qu'on a aujourd'hui. Comme on avait dit, c'était très très sûr, c'est le plus sûr, l'énergie la plus sûre qui existe. On va essayer de l'améliorer, mais on ne sait pas.
On ne va pas atteindre beaucoup plus. Par rapport au coût d'énergie, je regardais l'historique. La croissance nucléaire en France, c'est un bon exemple. C'est le plus rapide qui ait jamais fait. C'était parce que c'était moins cher que le charbon à l'époque. C'est parce que l'énergie nucléaire, c'était pas cher à l'époque. On regarde le charbon en Chine aujourd'hui. C'est l'énergie le moins cher actuellement. Donc, ils construisent au moins un centrale de charbon par semaine au KCD. Le gaz aux États-Unis, c'est parce que c'est pas cher. Le nucléaire, dans l'avenir, il y aura 1 gigawatt par jour encore plus si c'est pas cher. C'est l'énergie, l'économie, l'énergie dans le passé, dans l'historique, ça a monté que si c'est pas cher. Ça c'est pas le même. Mais il faut quand même que les Chinois construisent beaucoup de nucléaire. Pourquoi? Ils ne devraient pas. Ils font un par mois, c'est pas mal, c'est mieux que nous. Ils commandent, ils veulent avoir 200 réacteurs en 2020. Bon, il reste le temps pour 3 questions, donc j'ai déjà 3 intervenants demandés. Comme on disait hier soir, question courte, réponse courte. Et les commentaires, ils ont le droit d'être courts ou longs. Je voudrais faire un commentaire dont j'espère qu'il va dans le sens de ce qu'a dit Jean Trener. C'est-à-dire que, bon, Philippe Cadic, qui est un auteur de science-fiction, définissait la réalité comme ce qui reste quand on a cessé d'y croire. Et je crois que par rapport aux utopies, comme les 100% de renouvelables en 2050, de l'ADEME, de Greenpeace, etc., je crois qu'on a intérêt à rester du côté de la réalité si on veut convaincre. D'autant plus que, sans parler de coûts, je prendrais quand même la formule « follow the money ». Où va la monnaie? L'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde 2020, tous les réacteurs qui vont être en piste en 2020, ils ont déjà leur prénom. La famille a déjà choisi le prénom, on les connaît, on peut les lister quasiment. Bon, donc en 2020, ce sont des réacteurs à eau, et l'accélération, on ne voit pas comment elle peut se produire à cette époque-là. Je ne parlerai pas de la possibilité technologique avec un retour d'expérience préalable de lancer des réacteurs plus innovants, y compris les SFR, qui ont absolument la valeur extraordinaire qu'on leur connaît, mais donc, où sont les lignes à retard sur l'utopie qu'on a présentée là, qui est remarquable par les calculs et l'étude qui ont été faits, mais qui me paraît effectivement négliger toutes ces lignes à retard. Lignes à retard dans les compétences, dans les capacités industrielles, lignes à retard dans les décisions politiques, dans l'harmonisation de la sûreté. Il y aura une harmonisation, c'est-à-dire les Indonésiens. Le low cost, au sens critique, caricatural, ne pourra pas exister parce qu'il handicaperait trop le reste du nucléaire dans les pays qui ont le pouvoir stratégique et géopolitique. Donc il y aura certainement à ce moment-là des discussions et on ne construira pas n'importe quoi, n'importe où. Bon, etc. Mais dans les lignes à retard, il y en a par exemple dans le cycle. Dans le cycle, on dit 1 an pour revenir, mais d'abord il faut refroidir dans les rapides, ensuite transporter ou pas transporter. Retraiter, ce qui n'est pas le plus long, pas nécessairement. Bon, donc en définitive, 1 an, ça ne me paraît pas raisonnable pour entre le moment où on décharge le combustible et le moment où on lève les barres avec le combustible recyclé. Quelles que soient les technologies de retraitement, que ce soit la chronométallurgie ou autre chose, on peut faire des progrès. Donc tout ça, maintenant, un détail, c'est-à-dire l'inventaire nécessaire dans un cœur rapide d'1 gigawatt électrique, il augmente par rapport à Superphénix, probablement, et pour de bonnes raisons, dans les réacteurs. Tout ça, ce sont des lignes à retard considérables. Et puis, bon, voilà, je dirais que c'est à peu près tout. Je ne poserai pas la question complémentaire que je vais dire, mais je pense qu'on a intérêt à rester du côté de la réalité. C'est la vérité du pauvre. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas la poussée d'un désir ou d'une certitude d'avoir raison à terme. Mais je crois qu'on a quand même intérêt à rester de ce côté-là. Oui, mais la vraie question, c'est est-ce que c'est réaliste de stocker 10 gigatonnes de CO2? Non. Donc, autrement dit, on s'en fout. Non. Mais moi, c'est ça la vraie question. Mais les scénarios actuels, ils sont tous basés là-dessus. Ne pas s'en foutre, ça n'exonère pas de faire une certaine négociation avec la réalité. Voilà. Mais la réalité, qu'est-ce qu'elle est la réalité? De continuer à faire du charbon, ne pas stocker et aller à 8 degrés. C'est ça la réalité. Jacques Trener, on verra qu'il y a 3 étapes: la prévention, la mitigation, la remédiation. Je crois que forcément, déjà, il faut envisager ça. Après, on fait pour le mieux. Mais on fait pour le mieux. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Ça a été étudié, ça a été montré par Hansen. Oui. C'est que d'ici 2100, on verra qu'il va falloir évacuer tous les bords de mer. Évacuer New York, évacuer Tokyo, etc. Et ça, c'est la réalité.
La Chine a déplacé la moitié de sa population au 19e siècle, et chaque fois qu'il y a une industrie en Inde, on déplace des millions de personnes. Ça fait même pas un entrefilet dans le monde, dans la colonne de droite sur 3 lignes. Oui, parce que c'est des pauvres. Ça ne sera pas pareil pour New York. Les pauvres. Le jour où il faudra déplacer New York, on en entendra parler. Déplacer à New York, les Américains s'en préoccuperont, mais c'est pas, si on regarde les populations mondiales, c'est pas le rectangle de consommation qui va croître. Ou décroître les Américains, parce que la population est très faible. Vous avez dit très justement que l'Europe c'est rien du tout, mais les États-Unis non plus. Parce que quand on fait le produit population-consommation par habitant, il n'y a pas de population, donc ça ne pèse pas. Merci. Justement, c'est à propos de la séquestration du CO2 que tu utilises cet argument beaucoup pour expliquer les scénarios nucléaires. Est-ce que tu peux, en quelques mots et quelques chiffres, nous dire quelle est ton argumentation à ce sujet? Mon argumentation, c'est qu'il y a quelques expériences de capture-stockage, par exemple aux États-Unis, par exemple dans la mer du Nord, et qui sont au niveau du million de tonnes par an. Voilà. Et passer du million de tonnes par an à 10 milliards ou 20 milliards, et en plus, il n'y a pas seulement la... On sait séparer le CO2. Le problème, c'est où mettre ce CO2. Quand on voit les problèmes qu'on a en France pour stocker quelques dizaines de milliers de tonnes de déchets nucléaires, je me demande comment on fera quand il faudra stocker des dizaines de milliards de tonnes de CO2. Bien, je propose une arrête pour cette première partie. On a juste 1 minute de retard. C'est pas mal.